Alors moi j'ai toujours dit, ça a été une sale guerre pour nous. Parce qu'on a vu des choses qu'on n'aurait jamais dû voir. Des pendus, des égorgés. Un jeune de 20 ans, il ne doit pas voir des choses comme ça. Les souvenirs sont comme des braises. Ils sont les traces d'un passé encore à vif, et parfois, il suffit d'un souffle pour réanimer la flamme de la mémoire. C'était il y a 68 ans. Dans cette France d'après-guerre, plane une certaine insouciance. On roule en Renault Dauphine en écoutant le succès du moment. Dalida, Aznavour. Et pourtant, de l'autre côté de la Méditerranée, le conflit en Algérie a éclaté depuis plus de 2 ans. Alors colonie française, l'Algérie sombre dans une guerre opposant le Front de Libération Nord réclamant l'indépendance du pays et les forces françaises souhaitant conserver l'Algérie comme département français. Ce que l'on appelle alors « événement d'Algérie » va entraîner la mobilisation de jeunes gens venus faire leur service militaire. C'est le cas de Maurice, qui est appelé à l'armée le 1er mai 1956. J'ai été appelé le 1er mai 1956. Et donc j'ai été incorporé. Et là, on a fait nos 3 jours. Et donc là-bas, on nous a... Alors moi je dis toujours, on nous a testés pour savoir nos compétences, nos certificats, si on avait nos études qu'on avait fait et tout. Alors moi, pour moi, ça a été clair, hein, ça a vite été dit. J'avais mon certificat d'études que j'ai passé normalement. Et ensuite, on nous a envoyés au camp d'Hiroshima c'est là-haut qu'on a appris à faire des tirs au fusil mitrailleur et puis à lancer les grenades et toutes sortes on a fait des escalades aussi, on a fait beaucoup d'escalades, on marchait beaucoup. Alors là, en les heures, on s'en est fait, on a beaucoup marché. Après, j'ai eu une permission et c'est là, au bout des 15 jours, que je suis reparti. On est parti à Marseille. On a repris le jeu à Marseille, on est resté 2-3 jours là-bas. On a tourné en rond, on a fait un peu la fête par là-bas, parce que comme on attendait un bateau. Et ensuite, le bateau est arrivé, et donc on est monté, soi-disant. Mes souvenirs, je ne peux pas trop... Mais moi, 4000 hommes dessus le bateau. Le pasteur, et c'est son dernier voyage. Sa dernière traversée dans ce sens. 12 septembre 1956. Maurice débarque au port d'Alger, avec un tout nouveau continent à découvrir. Et là, donc, on a pris un train à Alger et nous sommes avancés jusqu'à Tizi Ouzou. Il y a eu des trains, c'était bien foutu, c'était nickel, hein, c'était comme en France, pareil. Et là, on n'était pas pu monter tout de suite, on était allé charger des camions de barbelés, des rouleaux de barbelés, pour faire justement dans les postes. Dans les postes où nous étions, c'était la nature, mais il n'y avait pas de protection pour protéger un peu les hommes, quoi. Alors on avait mis des grilles. Il y avait 3 réseaux de barbelés, tout le tour. Et là, nous étions dans une école toute récente. Une école qui était, je me demande, les fenêtres, tout ça, ça avait tout été brûlé et cassé. Toujours par les rebelles, comme on les appelle. Nous, on les appelait les Fialgans, mais bon, ça a changé, hein, les rebelles. Et donc, et là, ils avaient commencé à brûler l'école, ils ont cassé toutes les fenêtres, et nous sommes arrivés à ce moment-là, plus tard, et on a remis, et c'est là-dedans, c'est dans cette école ici que nous étions en poste, pour ainsi dire. La suite de mon parcours en Algérie, ça s'est passé à partir de là. Le poste se situe à Aïtali Ouarzone, un village reculé de Kabylie. Secteur postal 86 384. Nous ne donnions pas notre adresse. Je parle pour moi, c'était juste à mes parents, je leur donnais Caporal Maurice, secteur postal 86 384. C'est tout, hein. Il n'y avait pas autre chose à mettre. Et tout était censuré, hein. Tout ce que nous passions était censuré. Si on s'amusait à mettre des trucs de guerre, la lettre, elle n'arrivait jamais en France, hein. Censuré, terminé. Retour à l'expéditeur ou un truc comme ça. On avait compris tout de suite. C'est pour ça, de ça, on n'en parlait pas. Hein.
Parce que si vous lui donnez des nouvelles à vos parents, et puis que vous marquez, par exemple, j'ai vu ça, ça et ça, et ben, la lettre, elle n'arrivait jamais. Jamais elle sera arrivée. Jamais, jamais, jamais. Sans que, ben, c'est logique, ça aussi. Hein. C'est logique, hein, une guerre, c'est ça. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de mon capitaine, qui était un brave type. Capitaine. Ah ouais, il nous emmenait, quand c'était la Saint-Maurice, le 22 septembre, il nous emmenait, il allait déboucher le champagne, hein, avec des biscuits, comment on appelle ça, Vuillette, des biscuits, des boudoirs. Il nous soignait comme des pinces, un brave type. Hein. Alors celui-là, il avait fait l'Indochine, mais un capitaine, bien sûr, 3 gallons, hein, mais jamais une fois, il nous a eu punis, ouais, parce qu'il était à cheval sur le principe de l'armée. Ah ouais, moi, je sais que j'ai récolté, une fois, j'étais chez le dentiste, en bas à Tizi-Ouzou, et là-bas, j'étais pas tout seul, hein, il y en avait plusieurs. Et là-bas, on avait la brinque. Quand je suis revenu, j'avais un peu de chaud à l'oreille. Et il y avait vu, il m'avait puni pour ça. Des punitions plutôt, des tours de garde. 4 heures de nuit, ça vous amuse pas, ça, hein, je vous assure. De 8 à 10 le soir, et puis de 4 à 6 le matin. Alors, vous comprenez que c'était pas la joie. Éclairé à la lumière de la lune, la nuit semble une interminable angoisse. Terminé la clope, hein. Pas de cigarette, pas de bruit, des armes. On n'avait pas de n'importe quelle arme, on avait tous des pistolets mitrailleurs, des PM, des PMK. C'était à l'époque, c'était les PM qu'on avait de l'armée française, hein. Et donc 30 cartouches avec des 9 mm. Hein. C'était une arme efficace. Là aussi. Ah oui, là aussi, il y avait à rire, là. Une fois, ça c'était aussi la nuit, bien sûr. Et on entendait du bruit. Moi, j'étais d'un côté, et puis il y avait l'autre qui était un peu plus loin que moi, peut-être à 50 mètres. Il disait, Ponté, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Qu'est-ce que c'est ce... Il y avait, comme je vous ai dit, qu'il y avait 3 réseaux de barbelés. Et là, il y a je parle en français ou en kabyle? Kabyle, un arioule, un âne, les petits ânes. Parce qu'il est lâché en liberté. Alors, il lâché en liberté, et le bourricot, là, il était resté coincé dans les grillages. Je vous garantis qu'on avait les popoites là. Ah ouais, je l'avais écrit à un copain là. Il m'a dit, t'as plus peur? Il y a longtemps, bien sûr. T'as plus peur? J'ai dit, on avait la Prousse. Après, bien sûr, l'âne, on l'a pas tué, hein, on l'a pas tué. On l'a libéré de ses attaches, et puis on l'a fait repasser. Mais je suppose qu'après, il a dû continuer ailleurs. Et là, pour les bourricots, j'ai aussi un truc à vous expliquer. Là. Nous étions aussi à l'entrée d'un village. On avait vu arriver un Algérien, un mec, un Kabyle, sur l'âne. Et la Fatma derrière, avec des fagots de bois, un gros paquet de fagots, tu vois, à peu près, comme si c'était chez nous, un paquet de bois, et elle filait. Nous, quand on a vu ça, on a dit, le feignant on l'a attrapé, on lui a dit, et à la place, on a mis la Fatma en au-dessus. Ça aussi, c'était vache. Là, on a dû s'il avait pu nous en mettre une, là, il aurait fait, là. C'était la honte, hein. Une femme qui était sur l'âne et lui qui marchait à côté. Alors, ça aussi, c'est une anecdote qui est pas marrante. Elle est marrante pour moi, mais pour le gars, je sais pas trop, hein. Après, bien sûr, là-bas, parmi les Algériens, les Algériennes, des petites gamines qui venaient. Nous étions donc à l'école où nous restions. Et là, bien sûr, les gamines, les gamins, ils venaient nous voir. Et vous savez, on avait des boîtes de rations, on mangeait beaucoup de boîtes de rations. Alors tout ce qu'on pouvait, on lui donnait aux jeunes Algériennes qui venaient nous voir, parce que je vous assure qu'ils ne devaient pas être heureux, ces gens-là. Sûr. Ils serraient la ceinture. Et donc, on leur donnait ça pour leur repas, ils étaient contents et tout. Le quotidien des appelés est rythmé entre tâches au poste et sorties sur l'immense territoire algérien. Après, on est remonté à un endroit. Alors ça s'appelait Talentazert. En fait, on était en opération, et dessus nous, il y a comme une grande montagne, un peu. Des fois, je la compare à la montagne de Maurienne, par là, où il y a des roches, une falaise un peu abrupte. Il était là-dessus.
On était là. Et puis le capitaine est venu avec moi. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur un gars habillé comme un militaire autrefois. La grande veste de la vareuse avec les pantalons kaki, mais c'est plus le kaki US, c'était plus pareil, c'était plus clair et tout. Alors je suis allé le chercher. J'ai cherché le capitaine, puis j'ai dit, venez voir ce que j'ai. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Et là, on a rencontré un soldat français, de l'armée française, mais qui avait fait la guerre d'Italie, au Monte Cassino. Ouais. Il était là-bas, le bonhomme, il était là-bas. Alors, après, bien sûr, il était seul, on a bu, comme ils appelaient ça, le cabot, le café. On avait bu le café, discuté avec lui, et on est remonté à plusieurs fois. Et une fois, on l'a retrouvé, mais après, alors, bien sûr, c'est des souvenirs de guerre, c'est un peu estompé, mais certains disaient qu'ils l'ont... Parce qu'il avait collaboré avec le capitaine, le capitaine de l'armée française, et vous savez, les Félagas, ils faisaient pas de cadeaux, hein. C'était, hop, et terminé, hein. Pareil qu'il l'avait abattu. Toutes les choses qui sont... Ça, c'est authentique, ça, c'est sûr, on l'a jamais revu. La petite histoire se fond dans la grande. Une des opérations a mené Maurice à rencontrer une figure historique. C'était au départ, là, on allait repartir, on allait à Michelet, et ensuite on allait à Port-National. Comme une opération, on est parti habillé avec le sac et tout, nos armes et tout, et on était allé monter à Michelet et tout. Alors quand on est arrivé à Michelet, c'est une petite ville en dessous. On est arrivé ici, tous les platanes coupés. Alors, ils avaient fait un appel à un AFTRAC, je sais, c'est des trucs blindés aussi, et donc ils avaient tout poussé sur le côté, tout poussé les branches, les troncs et tout bien, pour qu'on puisse passer. Et ensuite, nous avons continué jusqu'à Port-National. C'est là-haut que nous avons rencontré le général de Gaulle, qui était arrivé avec un Sikorsky de l'armée américaine. Et par contre, là-haut, on avait notre pas prévu dans les marabouts. C'est des grosses salles de l'armée, bâchées, hein, et il y en avait je sais pas combien, parce qu'on y était peut-être 200-300 personnes, des militaires en protection. Hein. On avait monté sur les crêtes tout le tour, et on s'était mis en poste, les uns avec leurs fusils mitrailleurs, et bien il s'est rien passé, on était tellement nombreux. Et donc le général, il a fait certainement son discours et tout, parce que moi je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, hein, on était loin, je l'ai vu arriver, j'ai vu l'hélico, mais après c'était fini. Il y avait avec eux, il y avait les généraux et tout, quoi. Mais la Grande Kabylie, il y avait la neige, je vous ferai voir des photos du reste. Vous voyez que la neige et tout, on était, la neige, bon, et donc on a passé des moments un peu rudes, on a passé des moments difficiles, très difficiles, ouais, même, ouais. Et une fois, on partait de la compagnie, on avait peut-être roulé 10 minutes, et on descendait, on prenait c'était tous des chemins de terre, alors c'est pas divisé, puis là en bas, et là, qu'est-ce qu'il s'est trouvé? Il y en avait en dessus des Félagas, ils ont tiré. Parce qu'ils tiraient en général, pas dans les camions, ils visaient le chauffeur. Le chauffeur, alors ils ont visé le chauffeur, mais ils l'ont raté, le camion il roulait. Mais le chauffeur, lui, il a donné un grand coup de volant et il est monté par un talus, et c'est là, il a bloqué, hein, il a fait pile le camion. Et après, je suis parti en avant comme ça, et là, je m'étais fait enfoncer les deux nids du doigt, là, regardez comment c'est foutu. Enfin, c'est pas comme dans celui-là, quoi. Ça avait tapé, Alors, bien sûr, après, on a mis dans le plâtre. C'est là où j'ai coincé un peu, comme on dit, la bulle. J'ai pas trop travaillé. Ils m'ont mis dans le plâtre, ils m'ont soigné correctement, parce que j'ai jamais ressenti de douleur pour dire... Mais par contre, là, pendant ce temps-là, vous savez qu'ils m'ont parlé sur chômage, hein. De garde, 2 heures le matin, 2 heures la nuit, et sans arrêt, il y avait toujours quelque chose à faire, hein, toujours. Dans ces postes parfois reculés, certains hommes tentent de briser la solitude. Je vais parler un peu peut-être cru, mais il y en a qui allaient, quand on était de service, quand on allait au ravitaillement, il y en a, ils ne pouvaient pas s'en passer, ils allaient au bordel. Il y en a qui avaient comme ça. Alors il y en a, moi j'ai jamais voulu y aller. Pourquoi? J'en sais rien, j'avais la trouille. Parce qu'il y en a, attention, ça c'est encore un truc qui était pas marrant. Hein. Gare à celui qui arrivait quelque chose, celui qui revenait avec une bonne chaude pisse. Ben celui-là,
Non seulement il en bavait, parce que je ne sais pas comment que ça marche, j'ai jamais vu ce truc-là, heureusement, mais celui-là, des heures de garde avec son fusil à l'épaule et sur un piton, là-bas en plein soleil, celui-là, il a dû comprendre. Un déploiement d'armement conséquent a été déployé en Algérie. Au plus près de l'action, Maurice a été marqué par le feu des combats. À Talat Desert, là où il y avait le soldat, on avait fait une opération. Là, il y avait les soldats, on y était tous. Global, on avait enveloppé toute la montagne par des soldats. On était armés. Bien sûr, on avait fait des postes de combat, on avait avec des cailloux, on s'était protégés. Et là, c'est là qu'on avait fait la gare, comme on dit. Il y en a beaucoup qui ont passé au tourniquet. Il y avait des grottes. Alors, et puis j'ai peut-être un truc que je ne devrais pas dire. Hein. Vous savez, le napalm, c'est allé aussi dans les. Mais ça, il y en a beaucoup qui ils le savent. Tout le monde le sait, ça. Le napalm, c'est quelque chose de terrible. Ça brûle les personnes. Hein. Moi, j'ai toujours eu un pistolet mitrailleur. Ça crache, hein, ça a 9 mm, puis le fusil 7,62, le calibre. Et puis l'autre, lui, il avait le lance. Nous, on appelait ça lance-patate, pas bien français, ça. Et c'est un lance-grenade. En tous les cas, pour ouvrir une porte, là, c'est efficace. Hein. Tu ne vas pas trop loin, tu te mettais bien, boum, la porte, chut, loin. Moi, j'ai toujours été comment on appelait ça, un voltigeur. C'est celui qu'on a en tête. Tu pars, tu vas à tel endroit, c'est toi qui débusques, et s'il y a quelque chose, c'est toi qui vas ramasser la prune. Hein. Ça, c'est sûr, hein, le premier. Et ça a failli arriver, mais ça... Mon copain, il était plus agile que moi, on était deux. On était à une certaine distance, il l'a vu avant moi. Mais là, heureusement qu'il l'avait. Parce que l'autre, il était planqué dans les buissons et tout. Boum! Moi, je sais que dans ma compagnie, à part un qui a sauté sur une mine, il est mort, celui-là, il est mort. Hein. Les mines, c'était des mines antipersonnelles, mais de fabrication locale. Leur maison, c'est eux qui fabriquaient. Ils faisaient un trou dans la route, au passage des roues du camion, des GMC, passage des roues, et là, ils avaient fait un trou. Qu'est-ce que lui, il a été mettre les pieds là. Le camion, il n'y en avait pas, on faisait une patrouille à nuit, on faisait une patrouille une patrouille à pied, sans véhicule, sans rien. On était en filingène, comme on fait d'habitude, avec une certaine distance les uns des autres. Lui, il est passé là. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas ce qu'il a bricolé. Son papa était un Algérien, comme lui, et sa maman était une Française. Et il a choisi, il avait le choix, lui, hein, il pouvait aller chez les Félagas s'il voulait, mais il a choisi l'armée française pour être avec nous. En généralement, les harkis, ils n'avaient pas des armes de guerre, des fusils de chasse. On leur donnait un fusil de chasse, on avait confiance, tout, et ils se barraient avec nos armes. Hein. Et on les voyait plus jamais. Hein. Ça, il y en a qui disparaissaient. Il y en avait un, il nous avait fait de la peine, celui-là. Hein. Il était comme un frère avec nous. Il faisait tout ce que tu voulais. Mais n'empêche qu'un soir, il a bel et bien joué arc, sauf la garde. La garde, ils n'étaient jamais autorisés à faire la garde. Mais un soir, il a piqué son arme et il s'est barré. Ah oui, il y a les prisonniers, on en a eu, hein, les prisonniers. Les salopards qui nous avaient flingués et tout, on les a pas battus. Hein. Je crois qu'il y en a eu, et il y avait un spécialiste pour ça. Il y avait un spécialiste. Un ancien aussi d'Indochine, qui était habitué à ce genre de choses, la corvée de bois. Vous avez entendu parler de la corvée de bois en Algérie, non? Alors il prenait le bonhomme, il le lâchait, et puis il était censé aller chercher du bois. Et il y avait toujours quelqu'un planqué dans un arbre. Il se planquait par là, avec un ou deux derrière, et puis une rafale, et le bonhomme est resté sur place. C'est pas bien ça, hein. Ceux qui avaient fait ça, je vous assure qu'ils ont dû en faire des bien pires, parce que pour faire ça, ils tiraient jamais dans le dos, hein, ils tiraient pas dans le dos. Ils tiraient de face, pour que le type y réalise, c'est tout. Mais ça, c'est vrai, hein, ça aussi c'est vrai. Mais on était fous, hein, ça de toute façon. Et c'est comme sauter sur une ligne, quand ça vous enlève une jambe ou que ça vous enlève. Vous vous rendez compte un peu ce qui ça peut arriver à un bonhomme qui est en face, qui voit ça. C'est quelque chose d'effroyable, d'effroyable. La peur, la folie, la haine. De chaque côté, elle s'est emparée des hommes. Le sourire kabyle. Tu sais, quand tu coupes là, ça va jusqu'à la colonne. Tu peux basculer la tête en arrière, le type il sourit, le cou est coupé. Hein.
Bon, on les compte un peu, ça. Sourire kabyle. Ah ouais, ça, authentique, hein. Nous, on en a vu. On en a vu pendu par les pieds aussi. Et on en a vu qui avaient été abattus, qui avaient déjà un certain temps, qui étaient pendus par les pieds, le sourire kabyle et plein de mouches. Ah ouais, et cette fois-là, on était partis, on n'était pas partis pour ça, hein. On leur était tombé dessus par hasard. Par hasard. Il y en avait 5 ou 6, hein. Puis les Fatma aussi, elles passaient à la barre, hein. Pas croire, hein. Les femmes, pareil, hein. On va savoir ce qu'elles ont enduré avant. On va savoir. Une fois, nous avions envoyé en patrouille, en embuscade, pas une patrouille, en embuscade. Et ça, c'était au col, je ne sais pas si tu te souviens de ma chanson, le col de Tirourda. On allait en patrouille, et on allait justement, comme je disais, se mettre en embuscade. En dessus, un chemin creux, on se mettait loin les uns des autres, hein, à une dizaine de mètres, on se planquait, et on ne faisait plus un bruit. Les pattes au gaz, pas de casque, pas de machin qui brandouille, qui fasse du bruit. Les armes, elles étaient... de toute façon, il n'y avait pas de bruit, hein, c'était tout prévu pour. Et on attendait, des fois on attendait 1 heure. Alors au départ, il disait bien 2 heures. On attendait 2 heures. Les montres lumineuses, ça c'était marqué défendu. Rien du tout. Alors on s'est planqué. Alors là, honnête, je suis bien content que ça soit passé comme ça. On n'a jamais perdu. Sauf une fois. Ils étaient tellement nombreux. Alors, il y en a qui sont plus dégourdés, ils ont compté, mais c'était une katiba qu'ils appelaient ça. Environ 250 à 300 hommes. Et alors, il y en avait qui parlaient en français, au col de Tirourda, un fameux col que je vous ai dit, et puis il y en avait d'autres qui parlaient en arabe. On n'a pas tout compris, hein. Mais là, on peut dire que si on avait fait du bruit, hein, si on avait seulement fait du bruit, là, on y passait tous, là. Hein. Il y avait 300 bonhommes. Oh oui, 300, une katiba, c'était entre 250 et 300. Et nous, on y était 5 en embuscade. Bon, on décompte un petit peu. La trouille qu'on a eue, le capitaine, il a dit, là, vous revenez de loin. Vous revenez de loin. C'était pas loin de chez nous, hein. Oui, mais le temps qu'ils viennent à notre secours, alors là, on peut dire qu'on les avait tous coupés, là, tous, hein. Moi, en Algérie, j'ai eu peur. Oui, c'est vrai. J'ai eu peur. J'ai dit, les autres, ils vont, pourquoi j'irai pas, et tous des trucs comme ça, mais quoi. De toute façon, j'étais entraîné, j'étais obligé, hein. Dans la famille, il y avait déjà eu, comme on l'appelait, nous, le tonton Ernest, qui avait fait la guerre au Maroc. Alors, je dis, le tonton, il est bien revenu. Moi, il n'y a pas de raison que je ne revienne pas. Après plus de 2 ans de service, Maurice revient le 28 juillet 1958. Ah ouais, quand je suis revenu, ah ouais. Je suis revenu en militaire avec tout mon tintouin. Je suis revenu. Par contre, j'avais tous mes affaires civiles dans la valise. Moi, je m'attendais à revenir en civil. Ah non. Et les habits militaires, c'est la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne qui les a récupérés. Le monde a continué de vivre sans lui. En France, le service militaire en Algérie est mal considéré. Les appelés, à leur retour, vivent alors dans le silence, comme pour étouffer la blessure, pour éteindre la flamme. Oh, on n'a rien dit. Non, j'ai rien dit. J'aurais aimé, à des fois, est-ce que je ne les ai pas incités à dire ça? J'ai vu des tas de choses dans l'armée, à la guerre. Tant de choses. Nous, la guerre, on ne l'aimait pas, hein, on n'aimait plus ça. Je suis content de parler avec vous. Je suis content parce que c'est vrai que je lis beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu des livres de la guerre, Algérie et tout. Mais c'était aussi des guerres différentes. Pour nous, c'était pas ça pour nous. Nous, c'était le jour. Mon père, il m'avait dit une fois, parce que mon père, il a vu son père qui a fait la guerre, la première guerre, la guerre 14. Mais lui, il est revenu, il n'avait rien. Il était... Et puis il avait un frère, mon grand-père, qui lui est mort. Il est tombé au champ d'honneur là-bas, sur le monument. Mais mon père, lui, il n'a pas fait ça. Il a fait son service militaire à Colmar et il est revenu. Ça s'est passé impeccable. Mais quand j'étais en bas là, quand il me parlait, une fois il m'avait dit, ça m'avait fait de la peine, maintenant que tu es bien reposé, tu peux travailler.
C'était mon père, mais je me demande ce que j'ai fait, j'aurais pu lui sauter dans les plumes. Mon frère Camille, il me disait toujours, bébé, qu'est-ce que t'avais à avoir peur d'être avec? Et une fois, quand on montait dans ces chemins creux, là, je crois que je m'étais mis à trembler. Là. J'avais eu quelque chose. Là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à la nuit, à mal dormir, je pensais à ces genres de choses que j'avais vues. Et ouais, ça me rend un peu malade, un peu d'en parler de ce truc. Et ouais, mais bon, il en a fallu du temps pour oublier, il en faut du temps. Et je vous ferai voir des photos. Je vois encore des choses que j'ai vues. Je revois encore.